Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On vous avait promis un épisode 2, ben le voilà. Dans ce projet fantastique de 36 heures pour demain, nous avons d'abord lancé l'opération à travers une émission que vous avez adorée avec Jocelyne Béroir, entre autres. Et là, nous poursuivons toute une série d'émissions avec ce qu'on appelle des experts. Alors bon, n'imaginez pas des gens avec des blouses blanches, des calottes sur la tête. Non, ce sont des Martiniquais, des gens très simples, vous allez les découvrir, qui ont pour fonction d'aider ceux qui vont proposer des projets lors de ce fameux challenge dont on vous a parlé il y a quelques semaines au cours du moment, du rendez-vous de 36 heures pour demain. Ces experts ont pour fonction de les aider, de les accompagner, de les conseiller. Et ce soir, nous allons faire un tour d'horizon avec eux sur une thématique que vous adorez, même si quand on vous demande de venir travailler dans des champs de bananes, vous nous dites non, non, m'en parlez, c'est l'agriculture. Voilà, l'un des piliers de l'économie martiniquaise, mais aussi de la culture du patrimoine martiniquais. Et pour ça, j'accueille, honneur aux dames, messieurs, Coraline Meril. Bonsoir. Coraline, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on a quelques stars avec nous. Vous allez pouvoir le vérifier très très vite. D'abord, une jeune star qui s'appelle André-Jude Cadas. Salut. André-Jude, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Tu as l'air en super forme. Non, c'est une longue journée. Écoute, je suis très heureux d'être là, sur le plateau. Bon, ben, il faut que tu nous le montres un peu plus. Hein. Ok, voilà. Je vais sourire un peu plus. Voilà. Bon, je dis ça pour les gens qui savent ce que c'est que l'agriculture et de la dureté des journées. La star par excellence, le type qui a pété les standards de notoriété après son émission Politiquement Incorrect, José Bédo. Bonsoir Eddy Marajo, bonsoir à toute la Martinique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. J'espère que vous allez faire autant que la dernière fois. Sinon mieux. L'objectif, c'est toujours de faire mieux. C'est parti. Alors, quelqu'un que vous connaissez, parce qu'il est déjà passé sur Zouk TV, Michel Larougerie. Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai l'impression que vous êtes rempli d'émotions. Oui. C'est vrai? Oui. Bon, eh bien, on va vérifier ça très rapidement. Bon, merci. Voilà. Alors, on va faire un petit tour de table pour commencer, parce que les gens qui sont en train de nous découvrir ont envie de savoir ce que vous faites là, pourquoi vous êtes là. Alors, on rappelle quand même le projet 36 heures pour demain. Il s'agit à l'initiative d'un mec qui est complètement fou, qui s'appelle Aimé Charles Nicolas, qui a 78 ans. Alors, je dis ça pour Coraline, qui espérait prendre sa retraite assez rapidement. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'y penser. Quant à toi, André-Jude, c'est même pas la peine, puisque vous avez des modèles qui ont 78 ans et qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Parce que Aimé Charles Nicolas nous parle déjà de ses prochains projets. Bon, bref, je rappelle quand même que le père d'Aimé Charles Nicolas a 106 ans et qu'il récite des poèmes des plus grands poètes martiniquais et français. Après ça, vous êtes complètement shooté. Donc, à mon avis, Ishtig, pas qu'à fait sans ombre. Donc, à mon avis, vous n'êtes pas prêt d'arrêter sur les projets. Donc, à l'initiative d'Aimé Charles Nicolas, il y a plein de gens qui sont en train de réfléchir à ce que pourrait être la Martinique dans les 20 ans qui viennent. Et à un projet très pragmatique, très concret, qui est baptisé 36 heures pour demain, et qui aura lieu, qui va se tenir, c'est une espèce de marathon en fait, pendant 36 heures, qui va se tenir en septembre de cette année. Voilà. Coraline Meril, qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère? Eh bien, en fait, je viens chercher les réflexions de tout le monde. En fait, l'idée... Pour les piquer et partir avec.
Non, c'est pas forcément pour partir avec ou les piquer, c'est parce qu'en fait tout le monde a un peu sa place dans la construction de la Martinique de demain. Ouais. Et c'est la même dynamique qu'on a envie de mettre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un coin, dans une seule réalité, trouver la solution seule. Mais rappelez-nous un petit peu ce que vous avez fait pour en arriver là, parce que vous savez, la tarte à la crème, ces temps-ci, c'est, enfin depuis quelques années, c'est ah ouais, mais les mecs partent, les mecs et les nanas quittent ce pays perd 3000. À mon avis, c'est une arnaque complète, mais bon, parce que on ne sait pas quels sont les gens qui partent et quels sont les gens qui retournent entre-temps. Enfin bon, c'est pas le débat. Vous êtes parti. Oui. Et vous avez décidé de revenir. Oui. Alors en fait, je pense que quand je suis partie, je savais déjà que j'allais revenir. Ah, quand même. Quand même. J'ai Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie jusqu'à maintenant? J'ai fait beaucoup de choses. À la base, j'étais ingénieure. Je suis partie à 20 ans après ma prépa ici. Je me suis dit, je vais faire mes armes là-bas. Donc j'ai fait 8 ans en Hexagone. Une prépa, c'est quoi? Une classe préparatoire. Ah bon, parce que là, j'ai des gens qui habitent reculé Sainte-Marie, que je connais, et qui vont me dire, bon, il dit, c'est bon, quoi. Je dis, prépa. Alors, ça qui baille, ça. Alors, une classe préparatoire ou une prépa, c'est juste après le bac, pendant 2 ans, vous charbonnez vraiment et vous formatez un petit peu votre cerveau à apprendre. Tout simplement, vous apprenez à apprendre. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Avec pour objectif? Avec pour objectif de faire une formation après d'ingénieur. Donc de préparer un concours quand même. Préparer le concours. Faut pas l'oublier parce qu'il y a des petits mecs là qui vont nous dire putain si c'est juste ça. Ah non, à la fin c'est d'être retenu avec tous les concours que l'on passe. Et ce qui serait intéressant, Coraline, pas pour décourager les gens qui nous écoutent, mais probablement pour mieux les informer, on est quand même sur des taux de réussite en Martinique qui sont quand même excellents par rapport à la moyenne nationale. Oui. Donc en fait, on n'est pas si stupide que ça, contrairement à ce que des gens disent, bien au contraire. Mais quand même, il y a peu d'élus. Hein. C'est bien ça. Parce que c'est dur. Mais, alors donnez-nous les chiffres entre le nombre de candidats sur une école, par exemple, et puis le nombre de... C'est quoi une promo? Déjà, l'école dans laquelle vous avez fait vos études, C'est à peu près une centaine d'élèves quand même, la promo. Ouais, pour... mais bon, oui, on va dire qu'il y a peut-être, j'avoue que même... Plusieurs milliers de candidats. Oui, c'est sûr, en plus ça dépend des écoles. Et c'est quelle école? Là, j'ai fait l'ESCOM, l'École supérieure de chimie organique et minérale. Donc c'est très très lourd. Toute une histoire. Toute une histoire. C'est une école à Compiègne, donc à peu près à 1h30 de Paris, qui est spécialisée dans tout ce qui est chimie, chimie organique et minérale. C'est en gros la chimie de façon générale quand on est ingénieur. Et ouais, il y a quand même un cap à passer, qui est le concours. Mais après, c'est pour gagner énormément. Après, puisque quand j'avais des amis qui bûchaient depuis 3 mois l'examen, bon, moi, au bout de 3 semaines, j'étais là, oui, bon, ben, c'est bon. J'ai appris et on va le faire parce qu'on a pris ce pli. On a eu très peur. Quand vous avez dit gagner énormément, on s'est dit, ça y est. Quoi. Gagner du temps. Ça fait des bourgeois, des mecs qui gagnent 10 000 euros par mois. Ouais, mais bon, il est clair que quand on fait une école supérieure scientifique, on va dire ça comme ça, on ne gagne pas 1 200 € net par mois sur le marché. Non. L'idée quand même, c'est d'arriver sur le marché bien rodé et effectivement d'avoir un salaire quand même intéressant, mais surtout des missions intéressantes. Alors, la suite, c'est quoi? Une fois l'école, parce que l'école, c'est cool. Oui, ça va, c'est les années étudiantes. Et après, c'est? Alors après, ça a été l'Angleterre pendant 8 mois, dans une entreprise, la 3e plus grosse boîte de création de produits du quotidien. C'est quoi un produit du quotidien? Le produit du quotidien, c'est vraiment le produit que vous allez utiliser tous les jours. Ça va être votre dentifrice, ça va être peut-être même le petit médicament que vous allez prendre, vitamine. Le produit de lessive. Le produit de lessive. Et voilà, toute la recherche, le développement. Pas le chlordécone quand même. Non, pas le chlordécone. J'ai évité quand même d'aller dans ce genre de quotidien. Du quotidien, voilà. En tout cas. À l'époque, c'était le quotidien. Bon, donc, des éléments que les gens utilisent tous les jours. Au quotidien. Et dans ces éléments, il y a de la chimie. Exactement. Dans tout, il y a de la chimie. Dans tout, il y a de la chimie. Ouais. La chimie, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce sont des produits très compliqués qui n'existent pas. La chimie, c'est comment on arrive à lire la nature, comment elle fonctionne et comment on peut faire avec. Est-ce que dans mon téléphone portable, il y a de la chimie? Oui. Où ça? Dans la batterie, par exemple. Ouais. Les batteries en lithium dont tout le monde parle, c'est un produit chimique. Les composants,
Le fait que l'électricité va arriver, qu'en un seul swipe, vous allez liker sur Instagram. Attention, non, il vaut mieux changer de langage. Non, là, parce que là, vous larguez tous les gens qui vous écoutent. Un j'aime sur Facebook. Ah, voilà. Voilà, il y a de la chimie quand même derrière pour le faire, ou votre lessive, ou... Bon, alors ça se passe super bien, vous gagnez plein d'argent, et puis il y a un moment, un jour, vous dites... Je me suis dit non, c'est bof. Pas plus intéressant que ça, il y a 36 000 personnes dedans, bonjour, c'est loin. Pas du tout, il y a un côté, on est perdu dans la masse. Ouais. Absence de reconnaissance. Oui, et puis il y avait un côté un peu, l'employé peut être remplacé très vite. Ouais. C'est une immense machine, et puis quand même, c'était dans le nord de l'Angleterre. Du côté de Manchester. Du côté, plutôt en face, du côté de Hull, pour ceux qui suivent le foot. Et donc voilà, non, vraiment, j'ai pris de l'expérience. Et après, je me suis dit, j'ai envie d'être un peu plus sur le terrain, et pas dans un laboratoire. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai trouvé un travail dans le sud de la France, basé à Montpellier. Au soleil. Au soleil. Et surtout, j'étais plutôt proche du consommateur, du client. Ouais. Et je lui vendais, cette fois, toutes les innovations. Et tous le client, c'était quoi? C'était des agriculteurs? Non, le client, c'était des professionnels, c'était des blanchisseries industrielles. Ah ouais, je vous ai dit, j'ai fait pas mal de choses. Le truc super sexy, quoi, la blanchisserie industrielle. Ouais, c'est pas... C'est pas glamour, non. Non seulement c'est pas glamour, mais c'est pas politiquement correct quand même. Hein. Ça dépend, il faut bien laver le linge des gens. Oui, donc, mais avec quel produit? Ah ben, en fait, mine de rien, des produits quand même plus agréables que les produits du quotidien que vous avez vous. Ouais. Parce qu'il y a quand même il y a un souhait du marché à ça. On avait comme client par exemple la Ménard, qui a, il y a une blanchisserie industrielle et il y a les exigences du coup de l'hôpital. Ouais. Et donc voilà, effectivement, ça demande des produits chimiques qui deviennent de plus en plus verts. Bon, après avoir bien blanchi, on parle de blanchisserie, pas de blanchiment. N'allez pas dire que Coraline Merrill était une spécialiste du blanchiment. C'est pas du tout ça. Et là, il y a un basculement. Ouais. Là, il y a un basculement. Je me suis dit, ça reste encore trop éloigné de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire rentrer chez moi, tout simplement. Et c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et je me suis dit, il y a quand même pas beaucoup de blanchisserie. Qu'est-ce que j'aime surtout? Ce que j'aimais, c'était avoir le changement chez le client qui arrivait avec justement une chimie très lourde, un peu pas top pour l'environnement, et lui montrer comment, simplement, facilement, il pouvait changer ses habitudes. Et c'est ce que j'aimais. Après, je me suis dit, quitte à vendre un process, je préfère vendre les atouts de chez moi. Et là, j'ai fait un master en marketing qui a été créé par un Martiniquais à Montpellier, Gilles Ngoala, un Martiniquais de Sainte-Anne, qui s'est dit... Alors, est-ce que vous pourriez répéter son nom? Gilles Ngoala. Voilà, Gilles Ngoala qui a créé ce master et qui s'est dit, il y a des techniques dans le marketing pour vendre des choses et qu'un territoire, c'est un territoire qui a des opportunités, qui a des capacités, qui a des atouts et que donc il y a une manière de le vendre. C'est juste qu'il y a d'autres réalités derrière. Donc il a fait un master pour ça que j'ai suivi. Voilà. Et après, je me suis dit, je rentre en Martinique et je mets tout ce que j'ai appris au service de mon île. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Donc contrairement à ce qu'on nous raconte, il n'y a pas d'infrastructure pour les accueillir, ils repartent faute d'avoir trouvé un logement, la vie est chère, tout ça. Alors je vais parler de mon expérience, mais c'est pas... faut juste savoir. Mais en fait, il nous manque des témoignages positifs, parce que la plupart des témoignages qu'on a, c'est je suis reparti parce que ça colle pas, machin, etc. Mais ça colle pas à quoi? C'est la première question en fait, qu'il faut se poser. Personnellement, je me suis vraiment dit, allez, j'y vais, c'est bon au bout de 8 ans. Et après, j'ai toujours eu ce profil un peu atypique, donc pour rebondir et pour apprendre vite justement, c'est assez facile. Donc il y a quand même une réalité quand on rentre au pays, c'est pas Paris, voilà, c'est pas les mêmes standards, mais c'est pas grave. Derrière, il y a beaucoup à gagner, je considère. Surtout la qualité de vie la qualité de vie, la proximité avec sa famille. On n'est pas dans le nord-est de l'Angleterre, là. Non, on n'est pas. Il n'y a pas l'hiver en mai. Il n'y a pas l'eau calcaire qui est dans la peau blanche tous les matins. Non, il n'y a pas ça. Bon. Et c'est surtout, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a de la place après pour tenter, pour amener du changement. Coraline, on va revenir un petit peu sur votre parcours.
On va aller voir André Jude Cadas. Alors pareil, même question. Vous n'êtes pas parti, hein, j'ai l'impression. Si, je ne suis pas parti aussi longtemps que Ouais. Coraline. J'ai pris des ailes hein, et j'ai choisi vite de revenir à mes racines. Donc, Alors le parcours, c'est quoi? le parcours, c'est intéressant. Plutôt d'abord mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse au Morne-Rouge, sous les terres agricoles, donc sous les fondamentales de Pelé. Et puis. Donc déjà, Griffantel. Voilà, Griffantel, de façon depuis mon arrière-grand-père, Ouais. on est dans l'agriculture. Et donc un parcours qui est plutôt côté logistique et commerce, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qui pousse Un péléen un Richtig qui pas qu'à fait sans ongles Oui. à dire bon, moi je vais faire une école de commerce. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben déjà, faut pas mentir, le challenge, le commerce, tout ça, ça m'intéresse. Ouais. Parce que toujours pour des mêmes raisons, valoriser ce qu'on a, être fier de ce qu'on a, donc comment le faire. Donc très tôt, ça m'a attiré et bon, je suis allé, et puis lycée Schellcher, études et compagnie. Et expérience, bon, je passe les détails, mais expérience vraiment au cœur de la valorisation de produits. Non, non. Alors vas-y. Stop, on rembobine. Moi, j'aime les détails, à la fois parce qu'on a le temps. On a une D'accord. émission d'1h30, c'est la plus longue émission de la Caraïbe. Ah ouais. Ben oui, je cherche une émission d'experts qui dure 1h30. Maintenant, c'est bon, les mecs, 8 minutes. Hein. 8 minutes, c'est fini, merci beaucoup, on passe la pub, etc. Non, nous, on a C'est le vrai. temps. On prend le temps. c'est- Alors, Ben, lycée Schellcher, après toute mon enfance jusqu'au en troisième, c'était au Morne-Rouge. Donc voilà. ouais, comme quoi c'est possible de faire ces classes au Morne-Rouge. Bien Pour sûr. ceux qui... Parce qu'il faut quand même une petite laine au Morne-Rouge. Hein. On dormait tous les soirs avec une laine. en Bon, effet. voilà. Là, t'avertis. Tous les types qui disent putain, il fait chaud, machin, etc. Ah, non, petite non, laine. Voilà, une petite laine. Couette et couette. Je me suis renseigné. Elle est quasiment tous les habitants ont une couette. Voilà, et c'est le seul endroit que je comprends que les gars mettent des pulls le soir dans la rue. C'est une mythe. Quelle que soit la saison, les mecs. C'est l'hiver toute l'année au Bordeaux. Bon, plus sérieusement, Donc après, la suite c'est quoi? il faut descendre, comme on dit, en ville. Ah. Donc, ah oui. Donc lycée Schellcher. Ouais. Donc, voilà, bac ES, donc du coup. Et Pour les gens qui nous écoutent, un bac ES c'est quoi? économie et sociale. Donc, Voilà. Ok. Et donc, le classique, surtout dans ma génération, c'est de prendre son envol, même sans réfléchir, pour l'Hexagone. Et ça c'est quoi? C'est les parents, c'est nous-mêmes, c'est le complexe, ou alors justement la volonté de fuir le microcosme, l'enfermement, la petite île, et puis d'aller voir ailleurs. C'est quoi? Bon, sans auto-tirer sur moi-même, quand on descend en ville, en tant que péléen, on a déjà échappé au microcosme. Donc, Un choc culturel. Là, ils vont pas être contents. Là, ils vont pas être contents. je suis péléen, je peux tirer sur moi-même Tu as découvert le monde. voilà, en descendant en ville. Ouais. Voilà. En passant par la trace, tu es arrivé, tu t'es dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Exactement. Voilà. Hein, c'est Alors, les gens qui se posent des questions, qui sont en train de se dire, mais attends, on raconte la vie des invités sur... Non, ma volonté est que vous puissiez comprendre comment ces gens-là en sont arrivés là et comment ils peuvent vous aider. Donc voilà, c'est ça l'idée. Ah, tout à Donc fait. c'est pour José et Michel, pour qu'ils se préparent, parce qu'ils vont devoir nous expliquer tout à l'heure ce qui s'est passé. Comment ils se sont retrouvés dans cette galère monumentale qu'on appelle l'agriculture. Alors toi, Donc, voilà, l'Hexagone, poursuivant une école de commerce aussi. D'abord, un parcours universitaire. Et puis, je dois dire que l'Hexagone m'a pas plu. Donc, voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Le froid, déjà, pas de soleil, donc au revoir. Et ensuite, je voyais pas la mer, par exemple, des petits détails comme ça. Et puis, donc, et comme j'ai quand même eu toujours de la côté familial cette culture de l'entrepreneuriat, donc c'est débrouillard, hein, c'est entrepreneur, donc ça me fait pas peur de revenir. Je m'en fous du moment que je peux me construire par moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir
peut-être un emploi ou chercher un emploi ou quelque chose. Non, je peux bâtir les être choses. Salarié ou être fonctionnaire. Voilà, donc, ça fait moins fois, je peux dire que quand on n'est pas câblé comme ça, je peux comprendre, mais moi j'étais déjà câblé comme ça, donc en gros, mon papa paie rien, donc c'est pas grave, je retourne, j'ai bien Est-ce que c'est pas une caractéristique majeure d'une bonne partie de la population martiniquaise de se débrouiller ou d'être prêt ou prête à se débrouiller? Alors moi je pense qu'il faut même l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. La Caraïbe et même les Martiniquais, on est des champions débrouillards. Ouais. On a une puissance et une force dans la débrouillardise, mais le vrai débrouillard, pas le sens péjoratif, c'est-à-dire que le gars va s'en sortir, peu importe. À partir de ses propres moyens. Propres moyens, exactement. J'ai pu le voir dans toutes les îles de la Caraïbe que j'ai eu la chance de faire. Ouais. Dans justement l'emploi précédent avant de monter mon entreprise. C'était quoi? Alors, je travaillais à la Marina du Marin, donc pour les boîtes de loc, enfin de location de catamaran. Ouais. Ce qui m'a permis de... Il a pris le pli. Hein. Quoi? Donc, oui. Prépa, ces boîtes de loc. Voilà, Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on apprend à parler correctement. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai pu faire tous les salons nautiques du monde, toutes les îles de la Caraïbe. Et c'est ça qui m'a aidé aussi ça m'a beaucoup formé dans... lorsqu'on découvre la diversité de sa propre Caraïbe, de sa propre Martinique, s'en voit révéler en fait. Ouais. On dit, mais quand on la situe, quand on la positionne, quand on a ces éléments de comparaison. Totalement. Et puis, je veux dire, on est sur un salon à Düsseldorf ou à Miami et tout. Ils sont en train de vendre des croisières dans le plus bel endroit du monde. Et le plus bel endroit du monde, c'est chez toi. Donc, voilà, donc à un moment, ça fait réfléchir. Voilà. Juste avant ça, tu as été mon professeur, j'ai fait le GC. Je te présente mes excuses. Voilà. Et donc, allons faire un petit coup de pub quand même pour le GC. Oui, le GC Martinique, j'ai pu véritablement poursuivre ce que j'ai plutôt échappé en Hexagone, j'ai pu poursuivre ici. Après être passé par la vie active, j'ai dit, quand même, je veux une formation en économie, en commerce, parce que c'est ce que j'aime aussi. Et donc, plus tardivement que les autres, je suis allé à l'EGC. Mais je vous rassure, plus tardivement, mais plus brillamment que les autres. Comme quoi, il faut un peu de maturité quand même, quand on fait ces écoles. Et ça m'a plu justement d'être sorti de la vie active, de retourner sur les bancs de l'école, justement. Ouais. Et ça donne un autre regard tout de suite à ce que tu apprends. C'est clair, c'est clair. Comme quoi, envoyez pas vos gosses à 16 ans tout de suite. Parfois, ça tourne mal. Enfin, souvent, ça tourne mal. Ah, c'est clair. Et donc, on en arrive à cet emploi-là qui me fait réaliser pas mal de choses. Et donc, je retourne aux racines. Et donc, voilà, la boucle est bouclée. Mon frère, agriculteur, ingénieur agronome, donc a décidé lui directement depuis aussi loin qu'on remonte les souvenirs de rester dans la terre, de se former dans la terre, de vouloir perpétuer cet héritage familial. Et toi, tu le rejoins? Je le rejoins parce qu'un jeune agriculteur qui s'installe en Martinique, je pense que tout le monde sait sur ce plateau, déjà un agriculteur tout simplement. Non, attends, tu vas voir. Il y a des contre-exemples. Bon, mais en tout cas, l'agriculture n'est pas facile et encore pire pour un jeune, on va dire, qui s'installe. Ouais. Et moi, j'ai dit non, il s'installe et il a choisi une direction, il a choisi de perpétuer un héritage familial et je suis capable de lui offrir des débouchés. Donc, en clair, le message là ce soir, c'est de dire il y a dans l'agriculture des possibilités, des opportunités, de l'espoir. Oui, quand on ne reste pas seul, parce que comme j'avais la connaissance, je le répète depuis mon arrière-grand-père, je sais qu'on n'y arrive pas seul. Et s'il y a quelqu'un dans l'équipe, au moins, qui sait maîtriser les débouchés, la vente, ou le reste et tout, ça laisse plus de temps à l'agriculteur de faire son métier. Et quand en plus, on s'adjoint les services d'un ingénieur chimiste, alors là, on cartonne. Oui, voilà. Bon, on va revenir à ton expérience et à ta réalité dans quelques minutes. Michel Larougerie, alors les types que j'ai appelés pour parler de Michel Larougerie, les premiers mots c'est « Monsieur Fou ». Monsieur Fou, Monsieur Fou. Bon Michel, on va pas refaire tout le truc, hein, parce que bon, nous on est des vieux, on a 3 petits jeunes autour de nous.
Donc je ne vais pas te demander de raconter raconter ton histoire, sinon on va y passer le reste de l'émission. Ce qui m'intéresse, c'est le positionnement que tu as choisi. Parce que quand moi j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'agriculture de manière générale et de la banane en particulier, les gens m'ont dit, souvent, on abordait ce métier-là par, je dirais, des postures et des choix qui étaient dictés par le plus grand nombre. On va dire ça comme ça. Il n'y avait pas à en sortir, voilà comment on gère un hectare de bananes, voilà les produits qu'il faut mettre dedans, voilà les sacs, etc. Bon. Et j'ai l'impression que toi, tu as fait l'école buissonnière, mais très très vite, quoi. Et tu n'as pas du tout ce profil du traditionnel. Donc raconte-nous un peu cette histoire-là, le moment où tu sors de la route, où tu dérapes et tu vas dans le bio en particulier. Ouais. J'étais dans la route. Hein. C'est bien ce que j'ai dit. Et j'ai bien suivi. J'ai bien suivi, même quand j'étais à l'école à Chauny, l'école d'agriculture, il y avait des formules qu'il fallait appliquer, labourer, planter, désaffecter, tuer tout ce qu'on avait dans le terrain, etc. Et pour que... Ben c'était ça, hein. C'était ça, hein. Oh pour que... Regarde Coraline, elle va se souvenir de ces cours où tuer tout ce qu'il y a sur le terrain, ça, à mon avis, c'était une option. Il n'y avait pas que ça. Non, c'était ça, pour que les semences puissent ne pas être bouffées par les fourmis, par ceci, par cela. Ouais, ça c'est la réalité. C'était la réalité. Encore plus chez nous, hein, j'ai l'impression. Alors, chez nous... Parce que nous, on a... Alors, ça c'est pour Coraline et puis André et Jude, c'est cette vision paradisiaque qui est partagée par 95% de la population, plus 100% des gens qui nous visitent, eh bien, elle est peut-être pas, elle correspond peut-être pas à la réalité organochimique de la Martinique. Il faut expliquer le mot. Non, moi j'ai le droit d'envoyer des mots. Moi j'ai le droit d'envoyer des mots comme ça. Les bestioles qu'on retrouve dans le sol, l'humidité, enfin tout ce qui fait que finalement André Jules dit c'est pas facile. Et toi, tu dis, bon, les mecs, il faut quand même tenir compte de ça. Oui, mais bon, pourquoi on est arrivé jusque-là? C'est parce que déjà, avec mon payant, j'ai vu comment les techniciens, un peu les dirigeants de groupement, il y avait SICABAM, il y avait JPAM, il y en avait plusieurs, mais chacun avait ses techniciens et tout le monde arrivait pour donner des leçons aux agriculteurs. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça. Si tu fais pas, c'est pour ça que tu n'as pas réussi, etc. Il y a N, il y a P, il y a K, il y a le désherbant, 2 fois, 3 fois par mois, ou bien 3 fois par trimestre, etc. Il faut faire ça. Alors rappelons que ça, c'est pas spécifique à la Martinique. Hein. Non, c'est tout le monde. Mondial. C'est le monde, tout à fait. Et en clair, si on veut nourrir, a priori, à court terme, si on veut nourrir les gens, il n'y a pas vraiment le choix. Ah, ça n'est pas. Au niveau mondial, et dans 90% des cas, il faut vraiment qu'on ait de l'efficacité. Mais toi, en dépit de ça, tu choisis de sortir de la route. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Alors, pourquoi? Parce que je suis sur une terre qui est très bornée. Je suis dans une terre au Lorrain, au Morne-Capot, collé à la forêt. Chaque fois qu'il pleut, c'est chez nous. Le cadeau, c'est pas de chambon Dieu qui l'a. Donc on est béni tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Quand il fait beau, il faut faire un coup de désherbant. Pendant que tu le fais, hop, la pluie tombe, c'est lessivé, il faut le refaire. Quand on faisait le calcul... Stop, désherbant, pas des produits chimiques. Produits chimiques. C'est ce qu'on faisait avant. Ah d'accord, ok, ça tu me racontes. Pourquoi on est arrivé. Et quand on regardait, on ne gagnait jamais d'argent sur cette propriété, puisqu'on dépensait beaucoup plus que tout le monde. Puisque chaque fois, c'était lessivé, il fallait redonner. Même les engrais chimiques, les engrais qu'on... Ils partaient avec la pluie. Au lieu de les mettre tous les mois, nous, c'était tous les 15 jours.
Tous les 15 jours, on avait la même dose que les autres qui mettaient tous les mois. Pourquoi? Parce que tout était lessivé. D'accord. Tout lessivé. Et un jour, ça s'est passé en 2004. En 2004, je reprenais la propriété, la plantation, et j'ai un copain qui est encore plus fou que moi, lui, qui me dit, mais Michel, arrête le désherbant, on ne va pas le citer, arrête ce désherbant. Sinon, il risque d'avoir des ennuis. Ça tue tout le monde, etc. Aux États-Unis, etc. Arrête ça et tout. Je lui dis, attends. J'ai du monde à payer, il faut bien pouvoir cultiver, il faut avoir un tonnage. Il faut manger. Il faut manger, voilà. Ouais. Et donc, mais par contre, ça m'a fait une idée, ça a fait tilt. Je me suis dit, attends. Il me dit de passer une débroussailleuse ou bien de couper l'herbe, etc. Est-ce que c'est pas plus rentable chez moi? Pas pour faire l'agriculture biologique. Ouais. Est-ce que c'est pas plus rentable chez moi? Et voilà, j'essaye sur des parcelles à planter différemment pour qu'un tracteur puisse rentrer à l'intérieur. Alors je vous signale qu'à l'époque, il n'y avait pas ce genre de tracteur, il n'y avait pas de coupe classeuse qui rentrait sous les bananiers, donc il fallait aller en France, il fallait chercher la machine qu'il fallait, etc. Et voilà, et on a planté pour faire un essai, et les bananiers sont devenus magnifiques, simplement en arrêtant le désherbant. Ouais. Simplement. Bien sûr, tout le monde est venu, tout le monde a hurlé en disant « mais c'est pas de l'agriculture biologique ». Mais j'ai dit « je ne fais pas de l'agriculture biologique ». Je trouve que là, en arrêtant le désherbant, regardez mes bananiers, ils sont mieux, etc. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais faire. Ouais. Et tout le monde m'a dit que j'étais un fou. Mais tu sais, c'est chaque fois, c'est 10 ans, 20 ans avant. Hein. On est fou, mais après, tout le monde suit le fou. Hein. Et tout le monde me disait, mais attends, autour de chez lui, il passe jamais sa tondeuse. Et quand il va voir les bananes, l'herbe est vachement bien coupée, etc. Est-ce qu'il n'y a pas illogique, est-ce que c'est pas illogique, hein, ce gars-là, il préfère son champ que chez lui. Eh bien, n'empêche que on a pu commencer à voir qu'on n'avait plus de trips. Parce que c'est quoi le trips? Le trips, c'est un insecte qui vit dans le sol et qui monte par l'odeur de la fleur de la banane, hein, et qui vient et qui pique la banane. Et là, la banane est tigrée, énormément tigrée, et c'est pas vendable. D'accord. Et donc l'auxiliaire, c'est celui qui va tuer celui-là, hein, ce trips. Il est arrivé 1 an et demi après. 1 an et demi après, il est arrivé tout seul. Pendant que certains planteurs qu'on connaît bien se disaient, mais est-ce qu'il ne faut pas faire un élevage d'auxiliaires? Vous voyez, alors l'auxiliaire en question, c'est une bestiole. C'est la même bestiole qui va la bouffer. Qui mange le trips. Qui va manger le trips. C'est l'ennemi du trips. Et chaque chose est-ce qu'il a un nom? Il a un nom auxiliaire. Sûrement, il doit sûrement avoir un nom, mais c'est un auxiliaire. Coraline a pris des notes, elle va nous retrouver le nom de cette bestiole. et donc voilà, on continue, et là je suis passionné parce que je vois qu'une bestiole est venue m'aider. Ouais. Là, paf! Je me dis, attends, finalement, mon cousin n'est pas si fou que ça, etc. Donc je le rappelle, je lui dis, mais regarde, etc. Il me dit, mais je te dis ça depuis combien de temps? Et pour aller un peu plus loin, je tombe sur un copain, justement ce cousin, et qui allait souvent à Cuba. C'est un passionné de chercheurs, de chimistes, etc. Voilà, voilà le lien. Les gens sont en train de se dire, mais on part dans tous les sens. C'est ça. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une chimiste avec nous, hein, puisque il faut pouvoir mélanger pas que des produits toxiques. En mélangeant du caca-poule avec des micro-organismes, c'est de la chimie. Ouais, voilà, donc, voilà, je pars à Cuba, et j'adore ce pays, puisque je me retrouve 40 ans ou 50 ans, hein, quand j'étais en Martinique, hein, des gens qui se baladent. Michel, un conseil, ne développe pas trop sur Cuba, parce que tu sais que l'image que les Martiniquais ont de Cuba est un peu particulière.
Donc, fais vite sur ce truc. Fais vite. Sur tes séjours à Cuba, fais vite. Bon, donc je tombe sur quelqu'un d'extraordinaire, qui, chaque fois que je lui pose une question, il a une réponse. Et lui, c'est un Cubain. C'est un Cubain c'est un chercheur, c'est un docteur cubain qui a été appelé par Fidel Castro quand il y a eu l'embargo, avec une équipe pour trouver des solutions pour donner à manger au peuple. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Extraordinaire. C'est très intéressant parce que c'est un peu le défi que vous vous êtes fixé dans 36 heures pour demain. C'est dire, mais quelle agriculture pour demain pour non pas faire joli, ni même occuper des gens à la campagne, mais pour nourrir les Martiniquais. Exact. Alors, très rapidement sur l'histoire de ce Cubain. Alors, d'abord, il faut expliquer cette confiance qu'on a eue ensemble. Cette confiance, c'est je me mets d'accord avec lui. Est-ce que tu veux bien venir en Martinique? Oui. À quel prix? Il me dit un peu plus cher, un petit argent en plus que ce que je touche. Il dit, mais tu touches combien? $25 par mois. Stop. Pour ceux qui nous écoutent, on est dans quelle période là? Ça fait... Ah non, c'est pas vieux, hein. Ça fait une dizaine d'années. 7 ans. Donc ça, parce que pour les gens qui s'imaginent que c'est dans les années 60, ah non, pas du tout. Hein. Ah non. Donc, le type, il gagne $25 par mois, il est chercheur à Cuba. Ouais. Et un on lui propose de Fidel Castro. On lui propose de venir en Martinique et il demande un peu plus que ce qu'il touche. 33. Voilà. Et quand toi tu lui dis, et là tu lui dis, chez nous le SMIC c'est 1200 €. Alors je lui dis que nous on a un coût de la vie qui est beaucoup plus cher. Que je me vois pas travailler ensemble et pouvoir te donner $10 de plus ou $15 ou $20, etc. Que minimum, et c'était très dur pour moi, minimum c'est 100 € par jour. Oh, il me dit, ah ben là je viens. Là je viens. Tu lui donnes par jour 4 fois ce qu'il gagne par mois. Je crois qu'il a travaillé le premier mois, il est resté 3 semaines ou 4 semaines, il est reparti avec 11 ans de salaire. Voilà. 11 ans de salaire. Mais le côté humain qu'on a eu, c'est ce côté humain qui est intéressant dans cette agriculture biologique. Parce qu'on peut perdre énormément d'argent et toujours être accroché à ton idée et à la faire avancer. Ce Cubain, je ne lui ai jamais compté ses heures. Il avait une chambre, il avait un bureau, il avait toutes ses affaires, son cabinet de toilette et tout. Il venait, on mangeait, Et qu'est-ce qu'il t'a apporté? Tout. Donne-nous un exemple concret. D'abord, sa franchise et son cœur, d'abord. On parlait ensemble, il était content de nous voir, il regardait la Martinique, il regardait les arbres, etc. Tout de suite, on a été voir les champs, etc. Et là, j'avais un élevage de cochons semi-liberté, que je voulais faire de la jachère, mettre des cochons, que ça... La jachère, c'est quoi? Un vide, c'est-à-dire arrêter de planter et laisser l'herbe pousser. D'accord. Et donc, je fais ça, et j'avais mis des cochons, et je voulais que les cochons puissent passer 6 mois, 8 mois dedans, bien labourer le terrain, bien chier dedans, etc. Enfin, toi, tu voulais faire des cochons sauvages. Et après, remettre des bananes dedans. Et là, les cochons, je suis entré dans un cercle vicieux encore, puisqu'il fallait acheter de la nourriture. Les cochons commençaient à avoir des gros ventres. Ils avaient de la diarrhée, ça sentait mauvais, c'était collé à la maison, ma femme en avait marre. Je vous avais dit qu'on allait passer un moment agréable. Et là, surtout, en fait, ça doit faire rire des mecs qui sont dans le même cas que toi. Mais c'est ça. Et des femmes qui disent ouais. Moi, écoutez l'émission ça, parce que moi, je dois tirer cochon en bogaille là. Et là, je l'amène voir les cochons. Il me dit, mais oh là là, mais les cochons sont malades. J'ai dit, oui, il faut donner des vermifuges. Je lui ai dit, non. Ces cochons-là n'ont plus de flore intestinale, ils ne peuvent plus travailler, etc. Non, ils auraient dû être en pleine forme avec les bois, etc. Et donc, on va créer un produit qui va refaire leur flore intestinale, qui va prédigérer leurs aliments. Stop.
Préparez-vous, je pense que ça va être chaud. Voilà. C'est reparti. Et là, on part un peu partout. On a besoin d'amis chirurgiens pour récupérer un petit peu de flore intestinale chez l'être humain. On a un peu de ceci, de cela, etc., etc. Bref, passons. Coraline est au bord de l'évanouissement. Donc, c'est très important parce que ça va faire partie probablement des innovations dans l'agriculture, mais pas seulement dans l'agriculture. Coraline va nous en parler. En fait, c'est des traitements qui utilisent une partie de nos selles. Bien sûr. Voilà. Mais il faut dire ça aux gens parce que les gens ne connaissent pas ça. Bien sûr. Ici. Bien sûr. Techniquement, ça donne quoi? Et donc, on a créé ce qu'on appelle l'inoculum, c'est une maman vinaigre, je ne sais pas comment on peut dire ça, hein, c'est le cœur de notre produit, hein, qui est au frais, hein, et qui se multiplie régulièrement. Et on en prend un peu et on lui donne à manger de l'eau, un petit peu de mélasse, du sucre, hein, pour que les bactéries... Non, Michel, c'est pas bon. C'est quoi? C'est pas bon. Tu as loupé un épisode fondamental du film. Parce que là, les gens, tu leur dis, on a un inoculum. Oui. Mais comment on a fait? Mais je te dis, tu n'as pas dit. On a récupéré, c'est très compliqué ça. Non. On a pris des bactéries et des champignons. Non. Dans l'être humain. Vous avez pris le caca. Il faut le dire. Oui, on a pris le caca, on a caca recherché. De qui? D'un être humain. Voilà. Voilà. Mais là, les gens découvrent quelque chose. D'un être humain. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, et il y a tout un développement scientifique là-dessus, on soigne les gens à travers de ce qu'on appelle des transplantations fécales. Oui. Oui. Coraline va nous en parler. Bon, ça n'a plus. ça n'a plus. Attendez. Moi, ce qui me passionne dans ce projet 36 heures pour demain, c'est qu'un pays qui est engoncé dans des pratiques traditionnelles, on va dire ça comme ça, alors qu'il a un potentiel de développement fabuleux, va probablement réfléchir à toute une série de technologies. Et celle-là qui a l'air, mon Dieu, dégueulasse, mon Dieu, machin, donne des résultats. Alors, mais on la boit. On boit ce produit. Mais ce n'est plus du fécal. C'est la bactérie qu'on a récupérée. C'est le champignon. Va rester dans les annales. Sans jeu de mots. Mesdames, messieurs, Michel Larougerie, grâce à son ami cubain, a découvert un truc qui rend les gens en bien meilleure santé. Et pas que les gens. Il a donné ça à ses cochons. C'est bien ça? Au cochon. Voilà. Et ça prédigère l'aliment déjà pour le cochon. Et le cochon, c'est pas compliqué. Hein. D'habitude, il mangeait, il partait, il repartait rapidement dans la forêt. Il n'a même pas qu'on finisse de manger, qu'il se couchait et la digestion commençait. Alors, est-ce que, Coraline, cette histoire est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe là? Pourquoi ces bactéries qu'on prend dans les intestins ou pas forcément dans les intestins, après leur éjection dans les intestins, pourquoi ça a une valeur aussi importante? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui est important de rappeler, c'est que le premier cerveau, c'est le ventre. C'est pas la tête. Ouais. C'est nos intestins. C'est nos intestins. Ouais. Et en fait, il y a tout un foyer à l'intérieur. Hein, et donc, effectivement, des bactéries et des champignons qui, avec le sucre, vont s'amuser à se nourrir de certains aliments que l'on ingère nous. Et donc du coup, ils vont se servir avant nous. Donc ils aident effectivement à filtrer, ce sont les filtres que l'on a naturellement, et c'est spécifique. Il y a des filtres par rapport aux cultures, par rapport à là où on vit, chacun a un peu son microbiote. Ouais. Et c'est un petit peu ça, ce microbiote. Donc c'est ça, c'est tous ces petits microbes et ces petits champignons qui vivent dans les ventres, dans les intestins. Et en fait, c'est extrêmement fragile. Ce qui fait que quand on décide de développer un produit dessus, c'est un peu compliqué de les laisser vivre. Tout là, c'est très la tendance d'avoir des compléments, des probiotiques, des prébiotiques, le kombucha. Ça peut éliminer la flore, ce qu'on appelle la flore intestinale. La flore intestinale. C'est des produits qui, en fait, vont vous injecter de la flore intestinale. Et la flore la plus fraîche, c'est celle qui vient de sortir, hein, quand même. Ouais. Mais l'avantage, et je comprends pourquoi vous pouvez la boire, l'avantage, c'est que c'est un microbe. Donc, une fois que vous le mettez dans de l'eau sucrée, ou du moins un champignon, une fois que vous le mettez dans de l'eau sucrée, il vit
bien sa vie, il est bien content et il se multiplie. Et ça développe. Donc c'est plus trop la peine de retourner à chaque fois à la source. Ouais. Voilà. L'essentiel, c'est de leur donner de bonnes conditions, donc l'inoculum, je suppose, qui leur permet après, derrière, d'avoir un traitement assez sain. Et tout ça, ça se passe en Martinique. Alors Exactement. Michel, on va faire un petit stop. On a bien compris qu'on est parti sur des choses complètement innovantes. Et on va s'attaquer spécifiquement à José Bédo. Alors évidemment, Quelle entre transition. guillemets, José, vous êtes l'archétype du technicien qui, au bout d'un moment, c'est un peu le cas de Coraline, c'est à peu près le même cheminement, qui donc est dans l'univers de l'agriculture et de qui la banane. aide, et plus spécifiquement de la banane, donc qui aide les éleveurs, entre guillemets, de bananiers. Parce que moi j'ai envie d'appeler ça des éleveurs de bananiers. Parce que c'est On tout- élève. c'est tout. En plus, c'est lent, c'est compliqué, etc. Et au bout d'un moment, boum, vous franchissez le pas. En arrière, vous dites, bon, moi, je veux être agriculteur. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé tôt en fait, mais on l'a vu au travers des récits de tout un chacun, c'est-à-dire que la vie c'est un cheminement et avec différentes étapes. Moi je sais qu'en troisième je voulais être dans l'agriculture. Donc j'ai suivi la filière agricole. J'ai commencé par un BEP, un brevet d'études professionnelles. J'ai fait un bac technique, un brevet technicien agricole. J'ai fait un brevet technicien supérieur dans différents domaines. J'ai fait agriculture élevage pour le BEP. Pour le BTA, j'ai fait agriculture et distribution. Et le BTS, c'était gestion. Comme ça, je me suis dit que je vais couvrir au maximum. La totalité des champs. Oui, au moins une grande partie. Et puis, après, enfin, il y a un dénominateur commun, on l'a vu, pour s'installer, c'est compliqué. Faut avoir les terres, je ne les avais pas. Faut avoir les finances. Ça fait André Jude. Oui, et ça, je n'avais pas. Donc, on se dit, on met ça de côté. Et puis on va y revenir. Ouais. En attendant, il faut aller faire de l'argent. Pas autant qu'une chimiste, mais un technicien agricole, c'est une chimiste exilée. Exilée en plus. Si on lui demande aujourd'hui, elle va dire c'est plus la même chose. Hein? Oui. Alors? Donc j'ai commencé par être technicien dans un groupement, dans une organisation de producteurs. Et puis au bout de à peu près 13-14 ans, ah, quand même. Ouais, je me suis dit, mais José, ça ou pas dit, ouais, machin, on peut faire d'accord aussi. Et puis, il y a un concours de circonstances aussi. On m'a proposé des terres, donc, eh ben, banco. Ouais. On y va, et puis ça fait 10 ans, et puis j'ai envie de dire que je n'ai pas vu les années passer, et puis l'enthousiasme, il est encore plus grand qu'au premier jour, quoi. Je pense qu'on l'a vu, l'agriculture, on parle de plus vieux métier du monde pour une autre profession, mais là, j'ai envie de dire que c'est le plus beau. Et c'est ce qu'on disait, il n'y a rien de tel que je prends l'exemple du bananier, mais ce sera pareil pour d'autres cultures. On a une petite plante là, on la met en terre. Elle fait quelques centimètres. Quelques centimètres, oui. Et puis, chaque jour, elle s'épanouit. Elle grandit, on l'aide à grandir, on ça la met... mesure combien un bananier adulte? Ah, mais ça dépend parce que on a plus de 1000 variétés de bananes. Donc, les plus grands, c'est des dizaines de mètres. Mais ce qu'on cultive, ça dépend parce que si on est au Vauclin, le même bananier au Vauclin et à Mont-Capot ne va pas réagir parce que plus on va être dans les hauteurs, plus il va aller chercher la lumière et le soleil. Donc il peut dépasser les 3 mètres. Non, mais moi j'ai des bananiers chez moi qui sont à 5 mètres, oui. Ah ouais, carrément. Oui. Et toi, Michel? Oui. Le record du monde, c'est 40 mètres. Quand même. Donc, alors ce soir, on vous annonce que le record du monde, c'est... Non, c'est 40 mètres, le voilà, record. 40 mètres. Mais ils ont trouvé dans le monde, pas ici. Mais... Pas monter à dans Non, moi j'ai pas envie de le battre parce que
Après, il y a des opérations qui sont... Imagine le régime. Non. Déjà, parfois, quand tu montes sur un bananier, c'est acrobatique. Hein. On peut après aller à l'école du cirque parce que faut passer la jambe, entourer le bananier. C'est... Bon, voilà. Pour grimper dans un bananier, il faut vouloir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soir, on a quand même ici, j'allais dire, plusieurs écoles de pensée, mais surtout plusieurs écoles opérationnelles de savoir-faire dans l'agriculture. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse maintenant qu'on a fait un tour très rapide, hein, pour les jeunes, je fais plus long, pour les plus âgés, j'ai fait court, désolé, mais bon, comme vous êtes des stars, vous êtes connus, vous êtes déjà passé 15 000 fois à la télé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on puisse faire le lien entre votre expérience et ce fameux projet de 36 heures pour demain. Je vais commencer par toi, Michel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as voulu faire à nouveau un coup de folie, te dire, le professeur Aimé Charles Nicolas, c'est quelqu'un qui peut répondre à des défis, et je fais un défi. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on voit bien que si on avait les moyens, parler de chercheurs, de techniciens bio, mais des vrais bio, à mon avis, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Là, aujourd'hui, j'ai été obligé d'apprendre tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Et excusez-moi, aujourd'hui, chez nous, on est carrément autonome. On n'achète plus d'engrais, plus de produits, etc. C'est incroyable, ça. Ouais, mais Michel, c'est incroyable. Tu fous en l'air une partie de l'économie martiniquaise. Mais non, et pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? À quel moment l'agriculteur gagne sa vie? Quel est l'enfant de l'agriculteur qui a envie de rester avec son père? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas. On est dans cette réalité-là aujourd'hui. Ah oui? Oui, totalement. Je valide. Prendre la parole, maintenant, c'est libre. Je valide totalement ce qu'il dit. C'est très rare même. C'est désolant, heureusement. C'est désolant. Mais totalement. Est-ce que aujourd'hui, l'agriculture martiniquaise, on peut considérer que c'est un secteur d'avenir? Oui, bien sûr. Et puis José disait tout à l'heure, très justement, tu disais le plus beau métier, c'est surtout justement, on y tient beaucoup d'ailleurs, c'est remettre de la noblesse à ce métier en fait, qui a été longtemps dénigré, mis de côté, ou souvent, comme tu disais Michel, parce que c'est pas appris, c'est pas connu, enfin, on ne sait pas ce qui se passe. Donc il y a une partie des réponses dans ça, en fait, je pense. Et donc le challenge qui vous est proposé, alors rappelons à ceux qui nous écoutent ou qui ont pris l'émission en cours, le challenge, c'est que vous êtes des experts et vous allez dans le projet 36 heures pour demain, et vous aurez comme mission d'accompagner un certain nombre de projets. Donc c'est des petits jeunes ou des moins jeunes qui vont venir avec un projet dans l'agriculture, et puis, fort de votre expérience, de vos connaissances, vous allez un peu les manager. Mais si vous dépeignez le secteur dans lequel vous êtes, effectivement, comme un secteur d'avenir, mais dont les réalités quotidiennes sont quand même difficiles, vous n'aurez pas beaucoup de projets. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir de bons projets. Donc, c'est pas la quantité qui compte. En fait, ça dépend. Déjà là, le simple fait de réussir à réunir des personnes qui ne sont pas que des experts en fait, puisqu'on a tous une réalité, une image de ce qu'on se fait de l'agriculture, tout simplement parce qu'on est tous obligés de manger, et on est tous obligés, j'aime bien le dire, de rencontrer l'agriculteur au moins 3 fois par jour, quand on décide de s'alimenter. Et donc c'est un petit peu pour ça, je pense qu'on a tous voix au chapitre, et je pense qu'il y a le besoin de savoir ce qui est important pour les gens pour pouvoir cadrer ces projets et en sortir des bons. Parce qu'on peut avoir 36 000 projets qui vont jamais voir le jour, tout simplement parce qu'on n'a jamais posé la question, on n'a jamais mis d'autres cerveaux autour de la table, et surtout parce qu'en fait, concrètement, sur le pays, typiquement, ce qui est arrivé sur ton cas à toi, c'était pas parce qu'il s'est dit « Ah, je veux faire de l'agriculture bio et sauver le monde ». Il avait une réalité qui lui appartenait et il s'est dit je vais la challenger parce qu'on m'a dit des trucs et concrètement moi ça marche pas. D'abord une réalité économique. Et parce que notre réalité économique est ce qu'elle est,
on est capable d'avoir de bons projets. Parce qu'il y a justement des choses à changer. Pareil dans le cas que je citais, c'est parce que mon jeune frère s'installe en agriculture. C'est pas tout de suite, même si tu élargis ta vision, c'est d'abord pour un besoin. Mais la question, elle est centrale. Est-ce que ça vaut le coup? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Petite hésitation. Je quand dis même. oui pour la question qui est centrale. Non, alors, allons pas se raconter d'histoire. Moi, j'ai envie d'entendre la vérité. Allons pas se raconter d'histoire. Ce secteur dont tout le monde dit qu'il est central pour l'avenir de la Martinique, qu'il fait vivre 15 000 personnes de manière directe ou indirecte, quand on rassemble tout le monde, qu'il permet aux gens de rester sur les terres et d'éviter donc l'exode rural, etc. Bon, il représente 2,5% de la richesse créée en Martinique. Ok, ça représente, allez, soyons larges, 300 millions d'euros. Donc c'est 3 hypermarchés collés l'un derrière l'autre, quand par exemple l'industrie ou le tourisme ou le commerce représentent des chiffres beaucoup plus importants. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce secteur? Mais il faut bien les nourrir, ces gens-là. En fait, Il faut bien les nourrir, tous ces gens qui travaillent en Martinique. Ouais. Il faut bien les nourrir. Et comment ils font aujourd'hui? Comment ils font aujourd'hui? Ils sont bien nourris. Eh bien, ils vont dans le supermarché, ils achètent ailleurs. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous serions capables? Et je pense que ça fait partie des challenges que vous aurez à relever. Est-ce que nous serions capables aujourd'hui, parce que la thématique récurrente c'est l'autonomie alimentaire, l'autosatisfaction, l'autosuffisance, enfin, il y a plusieurs concepts. L'idée, c'est, est-ce qu'on est capable de produire ce qui permettrait de nourrir les Martiniquais? Alors... Non, mais ça, enfin... après, il y a les discours politiques et puis la réalité du terrain aussi. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, il faut être... C'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un territoire insulaire. Ouais. Donc forcément, l'exiguïté du pays va faire qu'on... Et puis, il y a une mondialisation, c'est-à-dire qu'on n'aura pas nos produits et puis qui seront là, qui ont un marché. Ils seront en concurrence avec d'autres produits. Il n'y a qu'à regarder les citrons, on va faire des citrons Martinique, mais qui seront en concurrence avec ceux qui viennent de Colombie et tout. Ouais. Donc en fait, c'est ils seront en concurrence à partir du moment où il y a quelqu'un qui a décidé d'aller les acheter. Oui, mais aujourd'hui, enfin, force est de constater que c'est ce qui se fait. Ouais. Donc aujourd'hui, comment arrêter ça? C'est qu'il faudrait des décisions, des choix forts politiques. Donc, par exemple, d'augmenter massivement l'octroi de mer sur des produits agricoles importés, c'est ça, par exemple? Ou par exemple, créer un plan pour les filières agricoles en Martinique, c'est-à-dire qu'on s'assoit aujourd'hui et puis on se dit combien de viande de cochon qui sont consommées, combien d'ignames, combien de dachines, combien de bananes. Et bien à partir de ce moment-là, on organise les filières pour pouvoir produire. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est techniquement envisageable? Alors, il y a des gens qui disent, parce que vous imaginez que je me suis tapé toute la littérature pour préparer cette émission, il y a des gens qui disent, alors j'ai lu, bon écoutez les mecs, c'est pas très compliqué, il suffirait de 900 hectares pour nourrir toute la population martiniquaise. Michel. Un peu plus. Bon, attends, c'est pas ça. C'est pas ça. On est complètement à côté de la plaque. Je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui, ça va faire du mal à certains. Non, mais on est là pour ça ce soir. Mais je veux te dire quelque chose. La réalité, les chiffres sont là. Oui. Aujourd'hui, si on veut être un bon agriculteur, on ne peut pas vendre soi-même. Ou avoir une structure pour vendre. Aujourd'hui, l'agriculteur, s'il veut produire, comme tu dis, et pouvoir nourrir la Martinique, il faut qu'il reste au boulot. Il fait au champ, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il aime, il produit. C'est un producteur. Voilà. Et après, donc, on se réunit en coopérative. Voilà, mais c'est ce qui se passe le plus souvent. Oui. Et après, la coopérative livre dans les GMS, dans les magasins, etc. Ce qu'on appelle les hypermarchés. Et les supermarchés. Aujourd'hui, mettons les chiffres.
à terre. Et les chiffres qui, justement, nous empêchent de pouvoir produire. C'est quoi? C'est qu'une coopérative va vous prendre 35%. Alors expliquez aux Ouais. gens. Alors expliquez aux gens. Sur quand vous vendez un produit 100 €, la coopérative pour se nourrir, oui. pour se nourrir, va prendre 35 € 35 dessus. euros. Hein? Quand le client final, Ouais. achète 100, quand le client final achète 100, la coopérative est obligée de prendre 35 € pour payer ses salaires, payer son vendeur, son livreur, etc. Et le magasin prend 35%. Il reste pas grand-chose Donc il y a 70% aujourd'hui du prix. du prix final. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avez vendu quelque chose 100 francs, 100 l'agriculture... 100 €. 100 €, Michel. Ouais, 100 Ouais, faut euros. faire attention parce que... Ouais. 100 €, hein, eh ben, l'agriculture a 30 €. Ouais. Mais on va où là? On va où? Et les 30 € ne lui permettent pas de vivre. Mais non! Ouais. Mais non! Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors- Il va essayer de planter beaucoup. Hein, et quand il va planter beaucoup, il y en aura trop sur le marché. Et là, la grande surface va se dire, mais non, je ne peux plus le vendre à 100 €, je suis obligé de le vendre à 70. Donc 30, ça Et dépend. ben, 35, et puis tu ne restes plus rien. Ah ben il y a, alors ça c'est on va dire c'est l'agriculteur, on va dire un peu traditionnel, Oui. mais il y a des gens dans le métier qui savent que l'agriculture c'est d'abord et surtout un secteur hyper subventionné. Oui. Mais aujourd'hui, utilisons cette subvention pour trouver des nouvelles techniques, de nouvelles façons de travailler, etc. Parce qu'à un moment donné, peut-être que cette subvention-là va s'arrêter. Ouais, mais aujourd'hui la subvention en question nous permet de vivre. Allons voir un agriculteur qui lui n'est pas subventionné du tout, qui est André Jude. Alors, comment tu fais pour vivre? Alors, déjà, il faut venir au travail d'équipe. Donc, je rejoins Michel. Si on rentre dans le circuit normal, tu peux être confronté à une coopérative, un circuit de distribution. C'est pas propre à la Martinique, hein. On a bien vu le scandale des vaches laitières en France, où on oblige des gens qui élèvent des vaches à acheter. On achète à 0,10 centimes leur litre de vache, enfin du n'importe quoi. De lait. De lait, oui, Ouais. voilà. Et du coup, nous, de toute façon, l'équipe, donc je suis cofondateur de Petit Cocotier, nous, Ouais. on est en circuit court, en fait. Voilà. Donc on n'est C'est-à-dire, pas soumis, allons expliquer aux on n'est gens. pas Voilà. soumis à ces C'est ce problématiques. que je disais, c'est un agriculteur alternatif. Hein. Il ne ressemble pas à l'agriculture classique. Le classique, donc. Explique-nous ça. Alors, le circuit court, donc on supprime les intermédiaires, entre tous les intermédiaires dont parle Michel. Exact, Et c'est ça. voilà. Il élimine des gens qui bossent, en fait. Il n'y a plus de boulot pour eux, de Mais toute non, façon. mais il embauche une chimiste. Ouais, non, mais bon. Allons être pragmatiques. C'est toi qui a dit, j'élimine les intermédiaires, donc tu vas directement au Au consommateur. consommateur, et ça permet d'établir un dialogue avec lui, parce que je pense que c'est l'essence aussi, c'est derrière montrer ce qui se passe. Voilà, de la fourche à la fourchette, vraiment. Et donc, on a fait ce choix-là. Donc en fait, les 30% du distributeur, 35. les 35%, il tient, c'est 35%. Les 35% du distributeur, les 30% de la coopérative, toi, tu les récupères. Oui, au profit de l'agriculteur qui a derrière. Donc en fait, toi, tu arrives à vivre. Alors, l'équipe a à vivre déjà. C'est un combat, hein, c'est pas facile comme ça, évidemment. Hein, Enfin, moi, j'ai regardé Coraline, elle a l'air de partager. C'est Alors, un vrai Coraline, combat. juste pour préciser les choses, Coraline, vous pensez bien qu'on n'a pas les moyens de payer un ingénieur chimiste. Parce que Coraline a fait un choix de cœur, d'accord. Coraline, on va pas te poser des questions indiscrètes, mais on a bien compris. Alors, pour ceux qui nous regardent, Coraline, tu fais partie de l'équipe de Petit Cocotier. Ça, on l'avait pas dit, mais je pense que c'est essentiel pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Mais on a bien compris que tu es là parce que tu aimes ton pays et que tu aimes ton métier. Et que ça n'a rien à voir avec ce que tu pouvais toucher
dans le nord-est de l'Angleterre. Alors, c'est pas pareil. La question, et l'une des questions qui va être posée durant ce challenge de 36 heures, c'est vers quoi on doit aller. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose de totalement artificiel à choisir l'un ou l'autre, ou bien l'agriculture martiniquaise peut être composée de tous les secteurs? Eh ben moi, c'est justement sur ce que je voulais dire, parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur de l'agriculture même, on a différentes filières et on a différents types d'agriculture. On a de la petite paysannerie où le schéma d'André est possible, et on a d'autres grandes cultures, type la banane, l'élevage ou la canne, où c'est pas possible. Bon, après, Michel parlait de coopérative tout à l'heure. La coopérative, moi, je le perçois aussi comme étant un moyen un mode de mutualisation. C'est mettre des forces ensemble. Je prends l'exemple de la filière banane, par exemple. La filière banane était confrontée à ce que disait Michel, mais elle a réfléchi et elle a fait de façon à ce qu'elle soit plus intégrée. Aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, plus intégrée, ça veut dire qu'il y avait 4 coopératives et là, il n'y en a plus qu'une seule. Il y a des avantages et des inconvénients quand même. Oui, parce que... si vous n'êtes pas dans cette coopérative-là, on ne peut pas mangez pas. Mais l'avantage au moins, c'est que ça crée la discussion et que quand on n'est pas d'accord, on peut s'engueuler jusqu'à trouver une solution. Et il paraît que c'est un peu chaud quand même de temps en temps. Ben, on est en milieu tropical, donc on n'est pas en Angleterre, donc forcément. Non, mais pour revenir à ma question, l'avenir de la Martinique, est-ce que c'est une Martinique agricole multisectorielle et forme, voire multi-plantation, multiculture, ou est-ce qu'on serait plutôt sur une sélection efficace de secteurs qui donnent à manger aux agriculteurs parce qu'ils ont quand même besoin de ça? Non, c'est multiforme pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on a un profil d'agriculture. Il y a des exploitations en Martinique qui font 100 hectares, 150. On a des agriculteurs qui ont quelques milliers de mètres carrés. Donc, il y a la place pour tout le monde et pour toutes les formes d'agriculture. Alors, on va essayer d'illustrer ça. Restons sur cette idée. Il y a de la place pour toutes les formes d'agriculture et toutes les spéculations. On appelle ça spéculation ou toutes sortes de cultures, on va dire ça comme ça. Michel, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu plantes ou qu'est-ce que tu élèves concrètement? Eh bien, moi, mon objectif, c'était de prendre mon indépendance. C'est reparti. C'était de prendre mon indépendance. On redescend au niveau le plus simple. Exact. Et l'agriculteur martiniquais veut son indépendance. Voilà, il veut son indépendance. Par rapport à qui? Attends, par rapport à qui? Par rapport à moi. Non, ton indépendance par rapport à qui? Pas par rapport à la France. Non. Donc par rapport à qui? À la coopérative, aux vendeurs d'engrais? Non, alors il faut quand même séparer deux choses. Hein. On fait ma culture principale, c'est la banane. Voilà, c'est ça. On a une coopérative qui n'a rien à voir avec ce que je viens de te dire tout à l'heure. Hein. Là, on parle de maraîchage, on parle d'élevage, etc. C'est ça. C'est là où rien n'est organisé. Tu nous as fait bien comprendre que tout ça, c'est interdépendant, quoi. Alors aujourd'hui, c'est devenu un ensemble. Et mon challenge, c'était de dire pourquoi ne pas produire nos propres engrais, nos propres produits, etc. pour justement savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre sol, puisque c'est moi qui le fais. Donc je sais exactement, parce que je peux prendre un engrais bio aujourd'hui qui vient de je ne sais où, et d'ailleurs je viens d'apprendre que la fiente de poule qui est dedans, elle n'est pas bio. Et bien pourtant, je l'achète bio. Attends, quand on sait ça, et puis après, 10 ans après, on te dit « Ah mais oui, mais tu as bousillé ton sol. »
parce que tu as acheté quelque chose. Non, là, je préfère tout faire moi-même. Ça nous rappelle une histoire, ça, mais on Voilà. va pas l'évoquer. Non, ce non, soir. non, non, Vaut mieux pas. Nous sommes bien Je ne récents. sais pas. Nous sommes bien récents. On parlait de l'engrais de cacapoule. Tu as bousillé ton sol. Bon, et là, on est arrivé difficilement, hein, ça n'a pas été facile, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, on commence à équilibrer nos comptes. Hein. Alors, la question, poursuivons, développons. Tu es en train de nous dépeindre. André Jules nous l'a déjà dit, il a dit, bon les frères, c'est pas facile. José nous a dit, bon, c'est équilibré, on arrive à s'en sortir, mais bon, il ne faut pas que ça dérape. Toi, tu nous dis, au bout de 10 ans, on n'arrive toujours pas à équilibrer nos comptes. Est-ce que c'est comme ça que vous allez attirer les petits jeunes? Alors, mais donc, oui. qui ça, c'est messieurs, les mettez-moi là? Ouais, mais on est en train de parler de 2036. Mais, mais on est en train c'est de quoi parler les de perspectives? 2000. Mais justement, trouvons des professeurs, des docteurs, des techniciens bio, pour qu'on puisse arriver à connaître un peu mieux cette nature qui nous aide à cultiver. Alors, c'est ça le problème. Ah ben, on va répondre. C'est tout. On va répondre à ta demande. Coraline, est-ce que tu peux nous décrire, on va faire un petit exercice de brainstorming, est-ce que tu peux nous décrire ta Martinique agricole de 2036? Qu'est-ce que tu vois? Alors moi déjà, je vois une Martinique bien nourrie, déjà. C'est-à-dire que l'agriculture que l'on va choisir, ça dépend de l'objectif que l'on veut. À Petit Cocotier, on a tendance à dire pas de l'autonomie alimentaire, mais plutôt de la souveraineté. Il y a quand même quelque chose aussi de fondamental à rattraper. Vous allez bien ensemble, lui il veut l'indépendance, toi tu veux la souveraineté. Ce qui n'est pas vous allez pareil. faire un pays agricole avec un drapeau. Non, mais il y a une Alors on va pas différence. rentrer dans les logiques de drapeau. Hein. Alors moi j'ai une question précise. Oui. Et tu vas pouvoir développer. Tu dis, je veux une Martinique, je vois une Martinique bien nourrie. Je fais le test suivant, je mets une assiette, une Martinique bien nourrie. Dans cette assiette, tu mets quoi concrètement là? Alors pas forcément 100% local. Ouais. Je veux quel est le choix. Mais si de la même façon que on peut apprécier la gastronomie des autres, bon ben voilà, vous avez cette liberté. Mais par contre, je sais que tout Martiniquais qui a envie de composer son assiette, sait qu'il le trouvera chez lui. Déjà de base, tu vas trouver des patates douces, tu vas trouver du camanioc, tu vas trouver du concombre, tu vas trouver des aubergines, tu vas trouver des carottes, tu peux même trouver des noisettes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rappeler, je pense, la puissance de l'île. Déjà de base, indépendamment des politiques, indépendamment de ce qu'on veut faire, la nature était déjà là. Quand tu dis la puissance, ça veut La dire puissance, c'est qu'à l'heure actuelle, on parle de biodiversité. C'est le terme qui est un petit peu à la mode. Ça veut dire que la nature va être très riche selon l'endroit. Très généreuse. Très généreuse. Ouais. Je pense que n'importe quel Martiniquais qui a lâché une petite graine dans son jardin, il se rend compte qu'il y a un fruit qui a poussé 5 à 9 ans plus tard, et il se dit, j'avais complètement zappé ça. Pourquoi? Parce qu'on a cette nature luxuriante. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits. Comme ça, il y en a à peu près une vingtaine sur la totalité de la planète où ce que vous allez mettre, dans 85% des cas, ça va bien pousser. Déjà de base. La Martinique, c'est ça. Et la Martinique a cette réalité qu'elle partage avec tous les tropiques. Alors, ouvrons quand même la boîte à explication. Pourquoi avons-nous... comment peut-on expliquer que cette nature soit si généreuse? Est-ce que c'est la composition du sol? Est-ce que c'est le bon Dieu? Est-ce que c'est quoi? C'est la place sur la planète. Ouais. C'est l'endroit où nous sommes. Mais déjà, 85% de la biodiversité de la planète se trouve en zone tropicale et subtropicale. La Martinique est en zone tropicale. Voilà. Donc c'est le fait d'être déjà sous les En tropiques. fait, voilà, c'est le fait d'être assez proche du soleil. C'est ça. Vas-y. La chimiste va nous expliquer. Voilà. Alors, en dehors de ça, en dehors de la place, parce que moi, quand je regarde un planisphère, j'ai des pays qui sont au même niveau que la Martinique et qui sont désertiques. On est bien d'accord. Nous, qu'est-ce qu'on a dans notre sol qui permet, qui offre cette générosité? Effectivement, il y a aussi le fait qu'on est une île volcanique. Donc, les minéraux qui sont sortis de la Terre, alors sur le coup, c'est pas très agréable. Mais pour les mecs de Saint-Vincent, c'est un peu compliqué. Mais il n'empêche qu'il y a cette richesse après en minéraux, les P, les N, les K dont on parle, les phosphores, tous ces noms un peu très barbares. La planète, généralement, elle se recycle elle-même.
Et c'est cette même terre qui va aller au fond de la planète et qui va revenir un peu régénérée. Qu'elle va nous renvoyer. Et qu'elle va nous renvoyer. Et en fait, c'est sa manière à elle de se renouveler. Et donc, il y a une richesse vraiment dans le sol qui est exceptionnelle, mais vraiment. Allons poursuivre cet exercice de prospectif qui va être un peu le challenge auquel vous allez être confronté dans 36 heures pour demain. André Jude, ta Martinique agricole dans 20 ans, tu vois quoi? Alors bon, la souveraineté alimentaire, parce que serait-ce que par sécurité, on est sous une île. Bon, voilà. On va développer le concept, parce qu'il a été utilisé à 2 reprises. C'est quoi la souveraineté alimentaire? Alors, parce que là, les gens, ils ont l'impression qu'on sort le drapeau rouge, vert, noir. Non, alors c'est quoi? On parle d'aliments, donc pas de la politique, mais du politique. Rappelle-toi que José a dit, il va falloir prendre des décisions politiques si on veut changer. Hein. Alors, il y a une différence pour moi entre la politique et le politique. Et soyons maîtres de nos choix sur notre territoire, en tout cas dans le domaine agricole. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de souveraineté. C'est pas d'autonomie, c'est pas seulement on produit, mais c'est comment on le produit, de quelle façon qu'on le produit. On est souverain de nos choix, en fait, et de la façon dont on produit, comme Michel le souligne. Et cette Martinique de demain, pour moi, est déjà au service de son peuple, de ceux qui y habitent, et donc lui permet de vivre et en accord avec sa biodiversité. Donc on est bien d'accord que toi, ta vision, elle est principalement et essentiellement tournée vers la satisfaction des besoins de ta population. En premier lieu, et en deuxième lieu, on a une telle richesse qu'on peut valoriser nos produits à ce moment-là et on peut les offrir et les proposer au monde, en fait. Voilà. Les exporter. Les exporter, tout à fait. Les transformer, les exporter, créer des produits à haute valeur ajoutée et donc créer une vraie richesse à partir de nos produits tropicaux. Que je rappelle que, j'aime bien donner l'exemple de la Suisse. La Suisse et ses chocolats, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de cacaoyers autour des lacs suisses. Donc, je veux dire, juste par cet exemple, qu'on est capable de créer notre propre richesse sur notre territoire. Y compris, par exemple, à importer des produits de base, les transformer et les réexporter, comme les Suisses, quoi. On pourrait faire ça. Ben, on est en zone tropicale. On peut imaginer ce schéma avec nos voisins caribéens, par exemple. Ouais. Tout à fait, exactement. Ok. José, ta vision? Alors moi, ma vision... Pas que des champs de bananes partout. Il faut des champs de bananes. On a à voir, parce que le problème, je vais le répéter, mais il ne trahira jamais. Ah ben non, je ne peux pas me renier ma famille. Ouais. Mais j'aime à rappeler qu'à côté de la banane, il nous reste beaucoup de terre. On n'est pas revenu dessus dans l'émission, mais ce que dit André, ça va dans le prolongement du fait qu'on a beaucoup de terre en friche. Donc, on a encore un potentiel qui est immense. Et c'est ce que je dis. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire sur ces terres en friche, par exemple? Eh bien, pour faire ce qu'on ne fait pas encore, on parlait de souveraineté alimentaire, ben, on peut penser aux cacaoyers, on peut penser, je ne sais pas, aux corosoliers, aux choses qui ont disparu et qui ne sont pas faites. Après, le consommateur martiniquais ne demande que ça et il demande à être éduqué. Je pense que toute personne préférerait aller acheter de l'igname ou de la dachine ou de la banane créole chez un plant plutôt que d'aller dans une grande surface ou de la tomate où on voit que ça vient de Saint-Domingue. Mais comment on fait pour passer d'une agriculture qui est majoritairement aujourd'hui une agriculture destinée à l'exportation, puisque on est bien d'accord que l'essentiel des bananes qui sont produites en Martinique sont destinées à l'exportation, que la canne qui sert à faire du rhum, essentiellement, il y a un peu de sucre, mais bon, on a vu qu'on n'avait même pas de canne pour faire du sucre, on était obligé d'importer du sucre. Bon, ça a été une révélation apparemment pour les Martiniquais, alors ça existe depuis des années, mais bon, on en a déjà parlé, mais personne ne nous écoute, mais c'est pas grave. Okay. L'essentiel est fait de la canne est utilisée pour faire du rhum, et l'essentiel aujourd'hui de la production de rhum est exportée, là encore, puisque la consommation martiniquaise a tendance à baisser. Donc, est-ce qu'on garde une Martinique qui fait pour les autres, ou est-ce qu'on privilégie
une agriculture martiniquaise qui fait pour nous. Alors, c'est exactement ça. Il y a aucun antagonisme dans ça. Il faut garder les deux. Exactement. Les grandes filières aujourd'hui sont structurantes. Je prends par exemple l'exemple de Michel. Moi, je fais de la banane, ce que je vais appeler de la banane agroécologique. Michel a pris une autre, comment dirais-je, il a pris une autre voie. Il est allé plus loin, mais aujourd'hui, Michel et moi sommes dans la même coopérative. Tout à fait. Les conteneurs de bananes de Michel partent en même temps que les miens en direction du marché hexagonal. Européen, Après, le truc, c'est que le tout bio, c'est pas possible. En tout cas, ça n'est pas tout de suite. Là, il y a des types qui sont sortis de leur chaise et qui commencent à s'énerver. Non, mais c'est une réalité, il faut le dire, parce que... Quand tu dis le tout bio, c'est passer la totalité des cultures bananières, par exemple, ou canières. Pas bananières, oui, voilà. Canières, ou même maraîchères, parce qu'on sait que y a des maraîchers qui utilisent des produits venant dont personne ne sait d'où, on va dire ça comme ça, clandestinement, c'est ça la réalité. Toute la surface ne peut, ce que tu dis, ne peut pas passer au bio. Non. Ça coûterait trop cher? Ça coûterait, non. Mais ce qu'il faut dire, bon, Michel va peut-être étayer ça, mais en bio déjà, on n'a pas les mêmes rendements. Explique aux gens ce que ça veut dire. C'est-à-dire à partir du moment parce que le principe du bio même, c'est de travailler plus en harmonie avec la terre, de ne pas trop la bourrer d'éléments pour qu'elle donne. Donc en fait, là où on obtenait peut-être du 40-50 tonnes, on n'en aura que 35. Mais à l'hectare. Mais ça veut dire que l'agriculteur en face, il a des charges. Ouais. Donc, ce sera répercuté quelque part, c'est sur le prix de vente. La banane de Michel n'est pas vendue au même prix que la mienne. Elle est vendue plus cher. Oui, ouais. Elle est vendue plus cher. Donc, ça veut dire qu'en face, il faut des consommateurs qui aient ce pouvoir d'achat-là. Donc, tout le monde ne l'a pas aujourd'hui. Si on faisait du tout bio, enfin, ça va sur certains produits, le prix au consommateur va du simple au triple. Est-ce qu'on est obligé, est-ce que dans l'éthique que vous portez, aujourd'hui, il y a une réalité. Là, on parle dans 20 ans. OK? On essaie de se projeter. Ces 20 ans-là, on sera obligé de dire la vérité encore plus qu'aujourd'hui? Ben moi, aujourd'hui, la vérité, je la dis. Et pleinement. Alors, je reviens. Tu es un des rares, peut-être, à la dire. Mais bon, la réalité, la chimiste que nous avons là, c'est parfaitement que la transparence totale est probablement impossible. Ben aujourd'hui, alors, pour illustrer ce que tu dis, j'ai jeté les clés de mon exploitation. Donc, elle est ouverte. Donc, je ne peux rien cacher. Les gens en venant peuvent tout voir. Michel, c'est le cas de Michel aussi. Michel, ou André. ta vision de la Martinique de demain, quand tu ouvres les yeux, quand tu les fermes plutôt, et que tu les réouvres, tu vois quelle agriculture? Alors, je vois des professeurs, des docteurs, des chimistes qui vont travailler pour nous apprendre à connaître encore mieux cette nature, pour pouvoir être au maximum en bio en Martinique. Donc en fait, tu es dans une agriculture qui intègre le savoir davantage que le travail. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais donc une agriculture sophistiquée. Aujourd'hui, je pense, malgré tout le cheminement que j'ai fait, je pense, est-ce qu'on est à 2-3% de connaissance de la nature? Ouais. Je vois aujourd'hui tout ce que j'avais besoin de faire avant pour faire 1 kilo de banane. Aujourd'hui, le pied de banane, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Si j'arrête, parce qu'il a plu pendant 15 jours et que j'ai arrêté de donner à manger à mon bananier, il va vivre toujours. Il va rester vert. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est de voir que cette richesse qui est dans le sol, cette chaîne alimentaire, elle existe. Et elle ne peut pas exister. Même si on fait
une agriculture très, 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 très propre, comme aujourd'hui notre groupement. Hein. Aujourd'hui, ils ont chuté de 70-75% de pesticides qu'ils avaient avant, et ça continue. Et plus ça va, et plus ils font des efforts de ce côté. C'est de plus en plus vertueux. Mais dès que tu mets un sac d'engrais chimiques dans ton sol, tu l'as tué. Tu n'as pas tué le ver de terre, tu n'as pas tué ceci, ce que tu vois. Mais ce que tu ne vois pas, cette chaîne alimentaire, ces micro-organismes, c'est fini, ils sont morts. Ou il y a une partie qui meurt. Et donc la chaîne ne peut plus se faire. Donc c'est fini, tu es mort. Donc en fait, cette fameuse notion de développement durable, tu l'appliques directement et structurellement à l'agriculture. Tout à fait. C'est une vision. Tout à fait. C'est pas la vision qui est la plus partagée, je vous rassure. C'est sûr, je sais. C'est pour ça que des gens traitent Michel de fou, mais au moins elle existe. Oui. On va finir avec toi, Coraline. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on peut y croire? Oui. Pour quelle raison? Je vais prendre un exemple tout simple. C'est quand les premiers hommes ont fait l'avion qu'ils voulaient, il y avait des scientifiques qui leur disaient que ce n'était pas possible. À une époque, on pensait que l'oxygène n'existait pas. À une époque, on pensait que la Terre était plate. Et il y a une époque, on est persuadé qu'on est obligé de mettre des intrants de synthèse dans le sol. Je fais la précision. Le truc politiquement correct. Les intrants de synthèse. Ce mot enfin, fourre-tout. ce que certains d'entre nous disent, les cochonneries qu'on met dans le sol. Les cochonneries qu'on met dans le sol. Voilà. Pourquoi je fais la distinction? Parce que, encore une fois, la chimie, c'est la nature. Ouais. Il y a une loi fondamentale dans la chimie, c'est que si la nature ne veut pas, la nature ne fait pas. C'est la base. Et donc, du coup, après, l'homme est très ingénieux pour se dire, oui, avec telle condition, la nature le fera. OK. Ouais. Mais il n'empêche on lui impose, que... de temps en temps, on lui impose Voilà. quand même des trucs bizarres. Hein. Mais par exemple, il va y avoir le travail que tu as fait avec les champignons au cœur des porcs et que tu vas donner. Ça, c'est la partie la plus intéressante de l'émission. Et que tu vas donner, un scientifique ou un chimiste va se dire, c'est un complément alimentaire, ça peut être un vermifuge, ça peut être un pesticide, c'est un peu compliqué. Là, je n'irai même pas sous ce chemin-là. Mais tu peux y avoir des produits formulés, mais qui sont vraiment issus de la nature. Il n'y a pas de molécules que la nature ne saura pas digérer. Ouais. Et donc, c'est important parce qu'on a tendance à taper sur les doigts, alors que c'est exactement ce qu'il manque. Ce qu'il manque, c'est de comprendre tout simplement ce qui se passe. Si jamais... J'ai tendance aussi à prendre la comparaison avec toute cette tendance de végétarien, là. Ouais. Tout le monde veut être végétarien, mais il y a deux façons d'être végétarien. Soit tu réapprends à manger, soit tu achètes des steaks de soja. Si tu achètes des steaks de soja pour faire des pâtes et des steaks... C'est pas politiquement correct, ça. Hein. C'est pas politiquement correct. Parce que le ça soja, le rien que pour faire du soja... Pour faire du soja, après, il faut rentrer dans plein de détails. Ce sera toujours moins que de faire une grosse viande de bœuf industrielle. Mais il n'empêche que ce sont des habitudes à changer. Parce que si on voit son rapport à son estomac, à son ventre, etc., si ça se trouve, ça coûte moins cher. C'est exactement la même chose avec l'agriculture. Très bien. André Jude, je te donne un conseil. Tu as intérêt à bien l'enfermer parce que, mon avis, le groupement l'a déjà remarqué et à mon avis, ils vont lui faire une offre d'emploi. On l'a remarqué, c'est pas la première fois. Tu vois Son contrat s'achève en 2036, donc ça va. Non, mais d'autant plus qu'on a une campagne en ce moment de recrutement. Notre secteur recrute et des gens de valeur. C'est parti. Après, le choix, c'est permis. Vous venez d'assister à un recrutement direct. En Martinique. Pour ceux que ça intéresse, je rappellerai un certain nombre d'éléments de communication et d'informations fondamentaux. Le téléphone 06 96 89 58 57 pour 36 heures pour demain. L'adresse mail pour les plus sophistiqués, parce que moi j'en suis encore au téléphone, comme beaucoup de gens. Martinique 36H pour 36 heures, Martinique 36H collé, @gmail.com. Il y a une page Facebook, donc vous tapez 36 heures pour demain, vous allez tomber dessus. Et il y a un site internet, martinique36h.com. Vous savez tout. On a parlé beaucoup d'agriculture pendant 1h30, ce qui est extrêmement rare. On a abordé un certain nombre de sujets, mais surtout, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est votre parcours, vos sensibilités,
parce que vous serez, rappelons-le, aux côtés de gens qui auront des projets dans l'agriculture. Alors évidemment, vous n'allez pas leur piquer leur projet parce que de toute façon, vous avez suffisamment de trucs à faire. Ok. Et vous allez les aider. En tout cas, merci beaucoup, José, Michel, Coraline, André, Jude. À très bientôt et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a la preuve que en mettant des gens d'horizons et de filières différentes, on peut créer un cerveau collectif et faire avancer des projets. Ensemble. Exactement. Tout à fait. L'intelligence collective. Très bien. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre intérêt, de votre patience, parce que vous avez été jusqu'au bout de l'émission, c'est fantastique. Et puis, à très bientôt pour une prochaine séquence. Alors, celle-là sera peut-être un peu moins scato, mais une autre séquence de 36 heures pour demain. Mais surtout, n'allez pas essayer le truc de Michel sans l'appeler. Sans un cul. À très Sinon, bientôt. vous êtes dans la...